Hola les amis et bienvenue à Medellín, deuxième ville du pays et située au centre de la Colombie, coincée entre la cordillère des Andes occidentale et centrale. Nous posons nos valises dans le quartier branché d'El Poblado. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas du tout l'image que nous nous faisions de Medellín. Les restos de ce quartier sont dignes de Brooklyn. La nuit tombée, l'ambiance y est festive, les bars sont pleins et on discute en terrasse avec ses amis jusqu'à tard le soir. Un petit goût de monde d'avant la pandémie, non ? Il faut dire que la ville jouit d'un climat exceptionnel, qualifié de printemps éternel. Il ne fait jamais froid ni trop chaud, les averses sont assez violentes mais courtes, ce qui permet notamment à ce quartier de bénéficier d'une végétation luxuriante qui ajoute à cette atmosphère si particulière. Néanmoins, El Poblado n'est pas non plus représentatif de Medellín. La ville est encaissée dans une vallée et entourée de quartiers populaires plutôt pauvres qui ne cessent de s'étendre. Ces quartiers ont initialement été créés par l'exode des paysans de la région d'Antioquia, dont Medellín est la capitale. Fuyant les combats entre les milices armées et les paramilitaires, ils arrivaient en ville sans rien et s'installaient où ils pouvaient avec ce qu'ils trouvaient. L'histoire se répète hélas aujourd'hui avec l'arrivée massive de Vénézuéliens fuyant la crise que traverse leur pays. Néanmoins, ces quartiers sont en plein renouveau, grâce notamment à un investissement massif de la ville dans les transports en commun. Elle a créé plusieurs lignes de téléphériques qui contribuent fortement à désenclaver les quartiers les plus pauvres en reliant leurs points hauts au nouveau métro inauguré en 1995 et desservant toute la vallée. Reste que ce qui marque le plus les visiteurs sont ces immenses flancs de montagnes recouverts d'habitations en briques et tôles ondulées, conférant un petit air de gigantesque bidonville. En réalité, ces habitations ont pour la plupart l'électricité et l'eau courante, et leurs habitants semblent aujourd'hui avoir des conditions minimum d'hygiène et de sécurité. Mais cela n'a pas toujours été le cas, et l'illustration la plus frappante de cette transformation est sans aucun doute la Comuna 13. Une comuna est un arrondissement de Medellín. La ville est composée de 16 comunas, et l'une d'entre elles, porte d'entrée stratégique de la ville depuis la côte pacifique, va attirer bien des convoitises et donc beaucoup de problèmes pour ses habitants. Nous visiterons la Comuna 13 grâce à Hervé, un Français installé à Medellín et ayant monté sa petite agence, ainsi que Alien 13, une rappeuse issue du quartier, et qui nous racontera en détail l'histoire incroyable de ce bout de terre devenu le symbole de la violence de tout un pays. Et tout commence dans les années 50. Le conflit armé dans le pays provoque un exode rural massif, les paysans s'installent sur les flancs de montagne pour trouver du travail dans la vallée. La croissance anarchique du quartier et la pauvreté de ses habitants en font le terreau idéal pour la prolifération de bandes de voyous qui font régner la terreur par la violence et le racket sur fond de trafic de drogue. Puis en 1985, les milices armées, notamment les FARC et l'ELN, investissent le quartier et nettoient la Comuna 13 de ces mafias. De plus, ils organisent la distribution d'eau et d'électricité aux habitants qui, du coup, perçoivent plutôt d'un bon œil cette prise de contrôle du quartier, même si elle se transformera vite en une oppression d'un autre genre. Les jeunes sont enrôlés de force dans les milices, la vie sociale du quartier reste très encadrée et le racket des habitants s'intensifie pour financer la guerre. Ce contrôle du quartier par les FARC et le LN va durer jusqu'en 2002, jusqu'à l'élection d'Álvaro Uribe à la présidence de la Colombie et ennemi juré des FARC. Si plusieurs opérations de police auront lieu dans le quartier, toutes échoueront à déloger les milices. C'est alors que Uribe lance en 2002 deux opérations de grande envergure, Mariscal et surtout Orion, combinant 1500 hommes appuyés par 2 hélicoptères de guerre, des tanks pour pilonner le quartier, mais aussi des forces paramilitaires illégales pour s'occuper de l'infiltration et du sale boulot. Les milices sont vaincues, les morts se comptent en centaines, l'État laissera un temps le contrôle du quartier aux paramilitaires qui procéderont à un certain nombre d'exécutions d'anciens miliciens présumés car tous ne l'étaient pas. Et ceux-là resteront dans l'histoire de la Comuna 13 comme des faux positifs. Les paramilitaires seront néanmoins officiellement démobilisés en 2007, et malgré quelques problèmes de délinquance persistantes, la Comuna 13 ouvrira alors un nouveau chapitre de son histoire grâce à un élan artistique porté par la jeunesse du quartier combinant graffiti, DJ mix, rap et hip-hop. La ville sera également au rendez-vous avec un plan d'urbanisation colossal se matérialisant ici par la construction de ces escalators chargés de relier plus facilement le quartier au centre-ville de Medellín. Nous terminerons la visite par la Casa Colacho, une maison de quartier permettant aux artistes de se développer, d'enregistrer en studio ou, comme Manu,
de s'exercer au graphe. Puis nous mettrons cap vers le centre-ville, toujours en compagnie d'Hervé, dont je vous mets les coordonnées en commentaire si jamais vous souhaitez découvrir Medellín via ses tours guidés. Nous débutons par l'ancienne gare de la ville, témoignant de la présence un jour du train en Colombie. Le réseau ferré a depuis été abandonné et toutes les marchandises transitent donc par camion, provoquant une fluidité toute relative du trafic automobile en Colombie, mais nous aurons l'occasion de vous montrer ça dans le prochain épisode. Nous continuerons notre visite en empruntant la rue la plus commerçante de la ville, la Carabobo. Elle nous mènera vers ce splendide bâtiment, le Palacio Nacional, ancien palais de justice, transformé ironiquement en un gigantesque temple de la contrefaçon, pourtant officiellement interdite dans le pays. Difficile de ne pas y voir une certaine complaisance des autorités quand même. Un peu plus loin, nous passerons devant l'église de la Veracruz, la plus vieille église de la ville, avant de rejoindre la place Botero, où plus de 23 statues de bronze du célèbre artiste de Medellín s'exposent au public entre le musée de l'Antioquia et le Palacio de la Cultura. Nous finirons le tour dans le parc Bolivar, depuis lequel nous pouvons admirer l'immense cathédrale de l'Immaculée Conception, la plus grande cathédrale de toute l'Amérique du Sud et la 7e plus grande au monde. Bref, Medellín nous laissera un joli souvenir, symbole d'une ville tombée dans les abîmes du chaos et renaissant courageusement de ses cendres grâce à la mobilisation de sa jeunesse et à un urbanisme intelligent et volontaire. Et là, vous allez nous dire, moi j'ai regardé Netflix et j'ai l'impression que vous oubliez de nous parler d'un truc sur Medellín. Alors, Pablo Escobar, c'est un sujet compliqué ici. La ville et ses habitants veulent résolument tourner cette page honteuse et dramatique de l'histoire. Trop de morts, trop de sacrifices, trop de cicatrices encore béantes. Tous les monuments, tous les symboles de ce baron de la drogue ont été détruits ou laissés à l'abandon. Le narcotourisme est très mal vu et très peu encouragé, et nous avons donc décidé de respecter ce droit à l'oubli car Medellín vaut beaucoup mieux que ça. Allez, dans le prochain épisode, on vous emmène découvrir la magnifique région du café, ses palmiers de 100 mètres de haut, et tout ça au volant d'une Jeep Willys. Alors à très vite les amis! Et pour ceux qui ont suivi le dernier épisode, Arthur va nettement mieux, mais si vous ne l'avez pas beaucoup vu dans la Comuna 13, c'est qu'il reste peu mobile. Encore un peu de patience.